Je vais vous parler de l'élection présidentielle au Brésil. Alors bon, vous avez suivi ça de loin, ou de près, si vous vous intéressez à l'actualité du monde, ce qui est souvent le cas parmi les gens qui s'intéressent à ce que je raconte. Le Brésil, c'était, dans l'histoire récente, c'est-à-dire après la fin du monde tel qu'il était organisé, avec d'un côté l'Est, le camp socialiste, entre guillemets, c'est-à-dire le communisme d'État, et de l'autre côté le camp de l'Ouest, qui est le camp capitaliste, sous la direction des États-Unis d'Amérique. Dans la période qui a suivi, après l'effondrement du communisme d'État, il y avait de très nombreux penseurs qui disaient c'est la fin de l'histoire, c'est terminé, le capitalisme a gagné, et donc les raisons d'être du capitalisme, ses principes, ses formes d'organisation, vont dorénavant dominer le monde. Il y avait même un Américain qui avait écrit un livre qui s'appelait La fin de l'histoire, pour dire bon c'est terminé, voilà, maintenant il n'y a plus de conflictualité dans la société sur la manière d'organiser cette société, ça peut être que le système capitaliste. Bon, alors après les Américains ont envie de changer de registre, parce que si c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus besoin d'avoir d'armée, il n'y a pas de guerre, bon, et ça fait pas exactement les affaires du système nord-américain, aussi bien pour les bureaucraties de la sécurité, pour l'innombrable masse de militaires, mais aussi sur le plan économique, parce que les États-Unis d'Amérique, avec le système de l'économie d'armement, peuvent relancer régulièrement leur économie en injectant des milliards dans l'armement, et ces milliards qui vont dans l'armement, bon, c'est des salaires, donc des gens qui à leur tour se mettent à emprunter pour acheter des maisons, acheter des voitures, etc. Mais c'est aussi beaucoup de matières premières, beaucoup de productions de toutes sortes qui sont nécessaires. Donc vous voyez que l'économie de guerre joue un rôle particulier pour les États-Unis d'Amérique, et il ne peut pas être question pour eux de dire c'est la fin de l'histoire. Maintenant, à l'époque, comme on disait, on va toucher les dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, ça veut dire plus d'armes, et donc les budgets militaires allaient fondre dans les budgets civils. Bon, rien de tout ça ne s'est passé, mais dans la période qui a suivi l'effondrement du communisme d'État, il y a quand même eu une énorme vague de gens se disant « ouf, maintenant on y va, on fait ce qu'on veut ». Et en particulier dans les anciens pays du communisme d'État, où on a vu des taux de partage de la richesse produite entre le capital et le travail comme on n'en avait jamais vu nulle part ailleurs avant dans l'histoire du capitalisme. Parce que le partage traditionnel, c'est 70-30, 60-40, bon, maximum. Il faut quand même se rendre compte que quand on dit 60-40, ça veut dire 60% pour le travail, 40% pour le capital. Mais le travail, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et le capital, c'est très peu de monde. Très, très peu de monde. Bon. Vous voyez donc que ces taux, ces proportions, il faut les regarder de près. Et on est arrivé, dans certains pays dits de l'Est, autrefois, à du 50-50. C'est-à-dire 50% de la richesse produite va à quelques personnes et l'autre moitié à tous les autres. Bon. Et ça, c'est les formes les plus exagérées dans les anciens pays du camp communiste. Mais partout ailleurs dans le monde, il y a eu une pression à la baisse des salaires qui a été gigantesque. Et en même temps, un gonflement de la bulle financière qui a elle aussi été gigantesque, parce qu'ils se sentaient les mains libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc pour les États-Unis d'Amérique, ils sont mis à imprimer de l'argent tant et plus, bon, cet argent est parti dans la sphère financière. Ça, c'était l'état du monde, disons, jusqu'à la fin des années 90, avec des pays où il y a eu des vagues terrifiantes. Par exemple, en Russie, l'espérance de vie s'est mise à réduire d'un seul coup de 7 ou 8 ans pour les hommes. Et ainsi de suite. Des phénomènes de régression civilisationnelle dans tous les pays qui ont été touchés par la chute du communisme d'État. Et dans les autres pays, l'aggravation des conditions d'exploitation, parce que les maîtres se disaient on s'en fout, on craint plus rien, notamment en Europe. En Europe, c'était le lieu de leur sainte pétoche, parce que c'est là qui était concentré à l'époque le plus grand appareil productif du monde, dans l'Union européenne, qui représente 25% du total de la richesse produite dans le monde. Donc c'est là qu'il y avait la plus grande concentration de capital productif, de machines, de réseaux, de tout ce que vous voulez, qui contribue à la formation de la richesse du monde. Et évidemment que c'était là qu'ils avaient le plus peur, donc parce que l'Union soviétique était juste à côté, et ils se disaient, si jamais il y a
un problème révolutionnaire quelque part, adieu vos vaches cochons, tout est perdu. Bon. Alors il maintenait l'ordre avec une grande vigilance, mais enfin, il avait peur. Donc il lâchait des choses. Il lâchait des avantages sociaux, il lâchait un partage de la richesse plus favorable aux travailleurs qu'ailleurs dans le monde. Par peur. Du jour où ils n'ont plus eu peur, alors ils se sont lâchés. Et on avait l'impression que rien ne leur résisterait après cet épisode. Et c'est alors qu'est apparue une alternative, une expérience du contraire, et elle est née au Brésil. C'est pourquoi j'ai commencé par le Brésil. Avec une série de petits partis qui se sont regroupés en un seul. Quand je dis petits partis, ça allait de partis d'extrême gauche à des partis, disons, issus de la démocratie chrétienne, pour les secteurs de gauche de la démocratie chrétienne. Et tous ces petits groupes ont formé le Parti des travailleurs du Brésil, dont la figure emblématique était le métallo Lula. Ignacio Silva da Lula. Bon. Et Lula, personnage, un métallo, un syndicaliste, emblématique de cette population pauvre, parce que c'est un homme qui est né dans l'extrême pauvreté et qui s'était élevé au statut de travailleur qualifié, et ensuite de leader syndical, puis de leader politique. Alors avec son doigt en moins, il avait perdu un doigt dans une machine, très caractéristique de la présence physique ouvrière. Dans notre pays aussi, vous avez beaucoup de gens à qui il manque un doigt, des fois deux, ou qui ont eu des fractures qui leur ont laissé des traces terribles, parce que le corps au travail, le corps enchaîné sur la machine, il faut pas croire que ça n'a pas de conséquences. Ça a la maladie comme conséquence, mais aussi beaucoup de déformations et beaucoup d'accidents du travail. Donc Lula, c'était tout ça à la fois. Et Lula finit par gagner. Mais avant de gagner, il donne un exemple d'une façon de faire, de se regrouper, et surtout d'adopter une ligne de gauche qui soit une ligne populaire, qui se préoccupe d'abord des intérêts populaires, et qui soit pas dans le baratin de la social-démocratie mondiale, sur la performance, blablabli, blablabla, les énergies à libérer, toutes ces salades des libéraux, que les partis socialistes du monde entier avaient plus ou moins intégré, à l'exception du parti français, il faut quand même le dire à son honneur, qui était à l'époque dirigé par Lionel Jospin et qui n'avait pas accepté cette manière de voir le monde qui dominait tout le reste de la social-démocratie mondiale. Donc ils ont une ligne qui était tirée beaucoup, il faut dire les choses comme elles sont, de la théologie de la libération. La théologie de la libération, c'est un secteur de la pensée chrétienne, catholique, qui fait de l'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire du fait qu'on organise sa pensée et son action en fonction des intérêts des pauvres, un fil conducteur à la fois pour la réussite morale personnelle et aussi pour la société. Donc cette option préférentielle pour les pauvres a été le cœur du programme de Lula. Et c'est pourquoi il est si vite devenu si populaire dans son pays. Mais il faut se rendre compte que c'est un grand pays, et Lula a dû s'y reprendre à 4 fois pour être élu président de la République. Alors moi j'avais rencontré les 2 dernières fois, où il avait essayé. La toute dernière fois, il était passé en France, et en France, moi j'étais ministre à cette époque-là, il n'y a que moi qui l'ai reçu, dans mon ministère, et il m'avait offert une magnifique horloge que j'ai à ma campagne, où il y a les animaux de la jungle qui chantent. Bon, ça met tout le monde en état de nerfs abominable chez moi, parce qu'évidemment, ces bestioles se mettent à crier toutes les heures, et ça fait toujours un choc d'entendre des cris d'oiseaux, et à chaque fois je pense à Lula. Bref, Lula gagne et met en place une politique progressiste comme il n'y en avait nulle part ailleurs dans le monde, et surtout sur le continent latino-américain. Il faut que j'arrête de dire dans le monde, parce que nous sommes très ignorants des choses qui se passent en Asie. Nous ne regardons pas ça d'assez près. Par exemple, il y a plusieurs États de l'Inde qui sont sous direction progressiste, socialiste ou communiste, qui ont des politiques extrêmement avancées. Alors il faut arrêter de dire que le monde se résume au monde, entre guillemets, occidental, d'accord ? Bon, bref, en tout cas, il n'y avait rien d'autre que Lula et le Parti des travailleurs. Ça a donné 2 conséquences. D'abord, une onde de choc sur toute l'Amérique latine, qui a provoqué la chute des gouvernements libéraux les uns derrière les autres, et l'émergence de la nouvelle génération, qui va de la gauche bolivarienne vénézuélienne à la révolution citoyenne en Équateur, le kirchnerisme péroniste en Argentine, Pepe Mujica
en Uruguay, etc., etc., etc. Bon, à peu près tous les pays ont été atteints par la vague, les plus retardés étant les Chiliens, mais depuis ils ont rattrapé ce retard. Eux aussi, ils ont une formation politique comme la nôtre, France Insoumise, qui fait aussi 20% à peu près aux élections. C'est tout nouveau, hein, ça vient juste de se produire. Alors voilà, telle était la stature et la figure de Lula. Premier effet, la chute en Amérique latine des gouvernements libéraux et leur remplacement par des gouvernements de l'alternative. Et puis partout dans le monde, l'idée qu'on n'avait qu'à faire comme le Parti des travailleurs, c'est-à-dire regrouper des partis de gauche et puis en faire un nouveau parti, quelque chose de nouveau. Ça a donné Syriza, que vous connaissez en Grèce, à l'époque ça s'appelait Synapismos, ça a donné Izquierda Unida, qui veut dire la gauche unie en Espagne, ça a donné Die Linke en Allemagne, et nous les derniers en France, le Front de gauche. Dans tous ces pays, en gros, ça revenait à une alliance de petits partis communistes ou de partis communistes détruits, comme celui de l'Allemagne de l'Est, avec des fractions dissidentes des partis socialistes, des gens qui quittaient les partis socialistes. En France, c'est le cas. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste en 2008, fondé le parti de gauche et fait une alliance politique avec le Parti communiste qui s'appelait le Front de gauche. Alors, tout ça, c'est le résultat de la dynamique qui est venue du Brésil. Je vous ai raconté tout ça pour que vous vous rappeliez bien que la vie des peuples, la vie de nos courants politiques, c'est un tout dans le monde. On ne peut pas dissocier un aspect des autres, il y a toujours un impact. Donc ce qui vient de se passer a un impact. Alors, géopolitiquement, vous devez le comprendre. Le Brésil, c'est une des composantes d'une sorte d'alliance mondiale qu'on appelle les BRIC. Hein, c'est un acronyme, on appelle ça comme ça. Alors, BRIC, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Hein, le South Africa, le S à la fin. Ces pays sont mis ensemble et ça représente une proportion considérable de la richesse du monde et de la population du monde surtout. Et ceux-là se sont dit, bon, pas pourquoi c'est les États-Unis qui décident de tout, et en particulier, pourquoi on serait obligé de commercer avec la monnaie des États-Unis, parce que quand on commerce avec la monnaie des États-Unis, ben, on leur donne du pouvoir, et on renforce leur capacité à imprimer de la monnaie sans avoir besoin de produire. Donc ils ont commencé à dire, on va commercer en autre chose qu'en dollars. Alors là, l'oncle Sam, les gringos, les États-Unis d'Amérique, la peur panique. Parce que si les gens se mettent à commercer en autre chose qu'en dollars, le dollar sert plus à rien, et pouf, il s'effondrera. Et avec lui, toute l'économie des États-Unis, et il faut bien le dire, l'économie du reste du monde pendant quelques temps. Il ne faut pas raconter d'histoire. Il y aurait un chaos terrifiant si le dollar s'effondrait. Et donc, les États-Unis d'Amérique ont ressenti ça comme une agression. Il fallait qu'ils trouvent le maillon faible. Alors, ils s'y sont pris de deux façons. D'abord, la Russie, en faisant un encerclement, et en Amérique du Sud, taper un derrière l'autre tous les gouvernements progressistes en ayant le Brésil en vue. Alors là, catastrophe pour les États-Unis d'Amérique, ça se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que il y a de la résistance partout, il leur arrive une autre catastrophe, c'est-à-dire que le Mexique, qui était dirigé par des gens de droite et des libéraux, change de camp, et c'est un nationaliste de gauche, plutôt alternatif, hein, même beaucoup, en tout cas social, qui gagne la dernière élection présidentielle au premier tour et avec 54% des voix à la porte des États-Unis. Vous imaginez la tête que font les gringos en voyant ça. Bon. Donc c'est AMLO qui a gagné au Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui va être installé président de la République en décembre, s'il est toujours vivant à cette époque-là, comme il le dit lui-même avec humour. Donc il y a eu des élections terribles et le Mexique gagne, le pays, l'Équateur, c'est à nouveau un successeur de Rafael Correa qui gagne. Bon, passons sur ce qu'il est devenu entre-temps. Mais en tout cas, l'élection n'a pas été gagnée par la droite libérale. Hein. Elle a été gagnée par un traître, mais pas par la droite libérale. Et puis, en Colombie, qui est le porte-avions des États-Unis en Amérique latine, imaginez-vous un pays où il y a 7 bases américaines. Là, pareil, catastrophe. Dans ce pays, au deuxième tour, arrive un gars de notre famille, Gustavo Petro. Alors, pour eux, c'est la cata. Dans tous ces pays, ils n'y ont pas été de main morte. Hein. Depuis, pour les élections en Colombie, ils nous ont assassiné 45 camarades. Au Mexique, 110 personnes tuées pendant l'élection, des candidats, hein, dont 60 de Morena, c'est-à-dire d'AMLO, des progressistes. Bon, vous voyez, donc ils ont vraiment tapé de toute leur force. Et puis ils ont mis au point une nouvelle stratégie, qui est la judiciarisation de la politique parlementaire. C'est-à-dire on commence à faire des procès pour
pour corruption en général, hein, parce que bon, le meurtre, la drogue et tout ça, c'est pas trop le truc des gens de la gauche alternative, donc on invente des cas de corruption. Et ils ont commencé à taper pays par pays en fabriquant des procès. Alors à chaque fois on nous dit, non mais la justice est indépendante, vous oseriez quand même pas dire que c'est télécommandé. Alors c'est comme ça qu'ils ont fait au Brésil. Donc au Brésil, ça tournait très mal pour les gringos, vraiment très mal. Pourquoi? Parce que dans les sondages, Lula est un nouveau candidat et choc, 60% des gens s'apprêtaient à voter pour lui. Alors là, les Américains ont dû prendre des mesures. Et ils ont trouvé leur marionnette habituelle, locale, ils ont ce qu'ils font sous la main. Hein. Et ils ont dit, bon, voilà ce qu'on va faire, on va taper Lula en le judiciarisant. Donc, perquisition chez Lula, arrestation et inculpation. Justice indépendante, attention les gens, la justice indépendante. Inculpe monsieur Lula pour avoir été corrompu parce que des sociétés lui auraient fait cadeau d'un appartement. Bon, alors, quand il faut voir le procès verbal, il est incroyable, hein. Le juge lui dit, alors, vous avez eu un appartement? Il dit, ah ben non. Vous pouvez nous dire où il est? Lula, il dit, je peux pas vous dire où il est, vu que j'en ai jamais eu. Et le juge dit, donc vous refusez de reconnaître que vous avez eu un appartement. Le juge dit pas où est l'appartement. Et personne n'a jamais su où était cet appartement, soi-disant appartenant à Lula. Donc, il l'inculpe, et lui, il va se réfugier au syndicat des métallos, et pour finir, il accepte de sortir. Moi, je ne serais pas sorti, hein. Mais lui, il est sorti, et il dit, bon, d'accord, je me rends à la justice, j'accepte d'aller en prison pour 12 ans, s'il vous plaît, parce qu'il s'est ramassé 12 ans dans l'affaire. En échange, pour sortir, je demande une messe pour ma femme, parce que son épouse est décédée, et que lui est croyant. Et puis, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, donc il sort, pof, ils le mettent en cabane, et à partir de là, la justice indépendante, les médias indépendants, et la droite, c'est curieux, c'est un hasard, mais ils tenaient le même discours, se mettent à taper le Parti des travailleurs, la corruption, le ci, le là, bon, et Lula, qui avait été se réfugier au syndicat des métallos, et qui est sorti acclamé par le peuple, ça se fait pas, est-ce qu'il se croit au-dessus des lois, blablabla. Et évidemment, ils ont mis en route la machine pour faire élire un type d'extrême droite. Et ils ont gagné. Et le gars d'extrême droite, hein, il a annoncé la suite. Il a dit, Lula, vous allez pourrir en prison. Donc tous les accords que Lula avait passés, hein, il va rester là-bas dans sa prison. Il y en a déjà quelques-uns de nos camarades. Et nous avons perdu. Il y aura donc une onde de choc de ce qui se passe au Brésil sur le reste de l'Amérique latine. Mais nous, quand on voit ça, d'abord, on doit bien regarder comment l'ennemi s'y est pris, hein. D'accord? Et puis on doit réfléchir aux erreurs que nous-mêmes on a fait, parce que sinon ça sert à rien. Si on croit que c'est seulement tout de la faute des autres, il y a aussi les erreurs qu'on fait. La première erreur, c'est d'avoir accepté le baratin sur la justice indépendante. Parce que ce qui est incroyable, c'est que la même justice qui éjecte Dilma Rousseff de la présidente, c'était la femme de gauche, qui met en place un type qui lui-même était corrompu, hein. Ça a duré 2 ans, le gouvernement de droite. Et à la fin, comment ça se termine? Le juge indépendant qui a envoyé pour 12 ans Lula en prison, le juge indépendant, eh ben on découvre là maintenant, regardez comme c'est bête, on n'avait pas vu avant, qu'il est d'extrême droite. Et, ah zut alors, il paraît qu'il pourrait être ministre de la Justice du président d'extrême droite. Autrement dit, le juge indépendant était en réalité un agent d'extrême droite qui s'apprêtait à entrer au gouvernement d'extrême droite si l'extrême droite gagnait les élections au Brésil. Bon, naturellement, c'est pas en France qu'un truc pareil se passerait, tout le monde le sait. Mais quand même, c'est intéressant de voir comment ils s'y sont pris au Brésil. Et surtout que c'est la même méthode qui est utilisée en Équateur contre l'ex-président Rafael Correa. Ils l'ont inculpé d'avoir enlevé et séquestré un ancien député. Pourquoi? Pas de preuve, pas de raison. Et à partir de là, il y a une inculpation contre lui. Et ils ont lancé un appel à Interpol pour qu'ils aillent l'arrêter en Belgique. Naturellement, Interpol a dit, attendez, nous, on est une police respectable. On fait pas de politique, on n'est pas là pour arrêter et régler les comptes politiques entre les différentes fractions. Donc Interpol a dit, nous, on n'a rien à voir là-dedans, et on veut pas s'en occuper, et on n'ira pas chercher Rafael Correa en Belgique. Mais c'est ça qu'ils s'apprêtaient à faire, hein. Je vous passe le reste. Donc la judiciarisation et la criminalisation de l'action politique est la nouvelle ligne stratégique des États-Unis d'Amérique dans les coups qu'ils portent contre les gouvernements progressistes de l'Amérique latine, pas d'Europe, de l'Amérique latine. Alors nous, on doit le savoir, parce que on voit leur tactique dans tous les pays. Avant, ils se contentaient de nous tuer, hein, enfin, si j'ose dire. Ils tuaient, comme ils ont fait au Chili, ailleurs. Et il y a toujours eu une discussion
à l'intérieur des services nord-américains parce qu'il y a des gens qui disent des méthodes pareilles, c'est terrifiant, quoi. On est obligé de mettre en place une dictature, et après la dictature finit par s'en aller, et la situation est pire après qu'avant. Bon. Donc ils ont trouvé une nouvelle manière de faire qui peut convaincre les gens, qui peut conduire les gens à trouver ça normal, à accepter. Alors ils procèdent par des putschs institutionnels, ils trouvent toujours une cour suprême, un truc comme ça pour démettre les présidents en exercice, c'est ce qui est arrivé à Dilma Rousseff au Brésil, Lugo au Paraguay, la même chose au Honduras, en 3 pays. Donc c'est pas un. Si je vous raconte tout ça, je sais de quoi je vous parle. C'est pour que vous réfléchissiez et que vous voyez les constantes. Ça, c'est le premier truc, les coups d'État constitutionnels. Et puis à côté, les coups d'État judiciaires, qui consistent à arrêter des gens, à les inculper de n'importe quoi, à les mettre en cabane pour gagner les élections et les discréditer en les élections. Voilà pourquoi chacun d'entre vous, mes amis qui m'écoutez, vous devez bien réfléchir à ce qui s'est passé. Pas seulement gémir et pleurnicher, ah c'est horrible, il est misogyne, il est homophobe, il est tout ça à la fois, hein, le gars qui vient d'être élu président du Brésil. Mais comment on en est arrivé là, hein? Alors après je vous laisse méditer l'infamie d'un organe de presse indépendant, pour lequel pourtant moi j'avais la plus grande sympathie, France Culture, qui s'amuse à dire qu'il y a quelque chose de commun entre le dirigeant d'extrême droite du Brésil, Trump et moi, c'est que nous n'aimons pas les médias. On se demande vraiment pourquoi j'aime pas les médias, j'ai aucune raison, j'ai que des raisons de les adorer, mais ce genre d'amalgame vous montre comment fonctionne déjà chez nous la machine à faire des paquets, hein, et à diaboliser, à organiser le champ politique comme veut le faire Macron, hein, c'est ça que font toutes les radios d'État, hein. France Info, France Culture, tout le reste, quoi. France Inter, ils veulent organiser un champ dans lequel il y a les progressistes européens, monsieur Macron, et de l'autre côté, tout le reste, des populistes abominables, nationalistes, obscurantistes, etc., etc. Mais, et après, bon, une fois qu'ils arrivent à dresser ce tableau, il y a le parti des castors qui arrive, qui vont faire barrage. Alors, on va faire barrage, et pour faire barrage, tout le monde et n'importe qui se retrouve à voter pour n'importe quoi. Et c'est comme ça, leur tactique, elle est mondiale, ils font ça partout, hein. Si c'était qu'en France, on pourrait dire mais c'est une particularité nationale. Non, non, c'est partout. Et partout, ça donne le même résultat. C'est-à-dire que le barrage, il sert à rien et que l'extrême droite finit par l'emporter. Nous, on a choisi une autre voie, qui est celle de marcher avec les colères populaires et de leur donner un contenu et une issue positive à travers un programme. Pour nous, c'est l'avenir en commun. Et donc, de ne pas accepter cette fausse latéralisation du champ politique. Latéralisation veut dire mettre d'un côté et de l'autre, hein, le mot latéralisation, côté. Cette fausse latéralisation, cette fausse organisation du champ politique que veulent les macronistes.